J'appelle maintenant Pierre Corvol. Je vais essayer de le présenter très brièvement. C'est difficile parce qu'il a d'abord un apport scientifique considérable. C'est un médecin dont les travaux ont eu des répercussions très grandes. Il est membre d'un nombre impressionnant d'académies, en particulier l'Académie des sciences, dont il est le président, l'Académie de médecine, l'Académie américaine, etc. Mais la raison pour laquelle je crois qu'on l'a invité aujourd'hui est un peu différente. Plus exactement, ça en était une conséquence, c'est qu'il a été chargé par Monsieur Menton, à l'époque où il était ministre de la Recherche, d'écrire un rapport sur les questions d'intégrité scientifique. Effectivement, la réflexion sur l'intégrité devrait être de nature à rétablir le lien de confiance, quelquefois un tout petit peu distendu, entre la population et les chercheurs. Et donc, Pierre, à toi la parole sur ce sujet. Merci beaucoup Jean-Gabriel. Quand Muriel Flistrève m'a proposé de participer à ce colloque, confiance, défiance et trahison, j'ai proposé confiance, défiance dans la science. Et je me suis fait rembarrer en me disant que ce n'était pas suffisamment sexy, qu'il fallait trouver quelque chose d'un peu plus accrocheur. Du coup, j'ai proposé qui trahit la science et pourquoi. Je ne m'étais jamais posé la question comme cela parce que trahir, le mot est terriblement fort. Est-ce qu'on peut réellement parler de trahison pour la science ? On trahit une personne, un ami, un amant. On trahit aussi, quelquefois, une idéologie, une religion, une politique, un pays. La trahison porte alors sur des principes immatériels, une conviction, des idéaux que l'on a partagés et vécus avec d'autres. La trahison, alors, rompt la communauté de pensée et l'appartenance au groupe. La trahison en temps de guerre, c'est le passage à l'ennemi et le jugement devant les tribunaux militaires. Alors, est-ce qu'on peut parler de trahison de la science ? Est-ce qu'on peut devenir l'ennemi de la science ? La science, c'est le socle des connaissances accumulées qui font progresser l'humanité grâce aux découvertes, grâce aux lois que la science permet d'établir et les progrès technologiques qu'elle permet. Alors, la trahir, c'est porter un coup, je crois, à ce qu'a fait de mieux l'humanité, c'est-à-dire accéder progressivement à la vérité, ou du moins une forme de vérité, et de saisir le monde. D'ailleurs, Descartes donnait au discours de la méthode le sous-titre « Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans la science ». Mais quel niveau de preuve permet de s'assurer de la vérité des données scientifiques ? Vous le savez, la réponse varie terriblement en fonction du domaine scientifique. Les mathématiques, les sciences physiques et chimiques, l'astrophysique permettent d'établir des lois d'où découle une théorie qui permet d'expérimenter et d'étendre la loi initiale. Je vais vous donner un exemple. La chute de la fameuse pomme de Newton est, dit-on, l'observation initiale qui a préludé à la théorie générale de la gravité. Et la découverte de la planète Neptune a été faite à la fin du XIXe siècle par un astronome, mathématicien qui s'appelait Leverrier. C'est un très bel exemple de la robustesse et du caractère prédictif d'une loi. En effet, à partir des irrégularités qu'il avait observées dans la trajectoire de la planète Uranus par rapport à l'orbite qu'elle aurait dû avoir en suivant précisément la loi de gravité de Newton, Leverrier conclut à l'existence d'une attraction d'Uranus par une autre planète, jusqu'alors complètement inconnue. Et cette planète fut observée très peu de temps après par l'astronome allemand Galleux, avec pratiquement les coordonnées qu'avait prédites Leverrier. Puissance de la loi. Et ceci fit dire à Arago, l'astronome bien connu, Monsieur Leverrier vit le nouvel astre au bout de sa plume, plutôt que de le voir réellement observé. Toutes les sciences ne sont pas constituées, vous le savez, sur le même modèle. Elles ne génèrent pas, pour nombre d'entre elles, des lois. Et ce qui nous concerne, c'est particulièrement le cas. Les sciences de l'observation, les sciences médicales, les sciences humaines et sociales sont
entre guillemets, hypothético-déductive, comme l'a enseigné Claude Bernard dans son introduction à la médecine expérimentale. Alors, c'est vrai, sauf qu'à l'heure actuelle, nous vivons l'époque de l'intelligence artificielle, des mégadonnées, des données massives, ce qui bouleverse complètement le mode de raisonnement proposé par Claude Bernard jusqu'à présent. En effet, l'expérimentation et la déduction laissent la place finalement à l'analyse, ou laissera la place à l'analyse des données massives, de leur interprétation, de la possibilité d'établir des corrélations, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on établit leur causalité. Mais là, nous vivons un changement de paradigme et donc la vérité, elle aussi, évolue dans sa manière d'être appréhendée par les scientifiques. Alors, la confiance dans la science et dans les chercheurs, la première question que je voudrais rapidement aborder avec vous, est-ce que la science est morale ? En fait, la question ne se posait pas pendant bien longtemps. Jusqu'au début du XXe siècle, on considère que la science est par nature, pure, désintéressée. Les scientifiques en sont les garants et la science pourrait même contribuer à l'éducation morale. Pourquoi ? Parce qu'elle est l'exemple même d'une quête de la connaissance et de la vérité scientifique sans arrière-pensée lucrative, idéologique ou politique. Et cette vue utopique, je dirais même angélique, de la science et de ses vertus, s'inscrivait finalement dans le sillage lointain du siècle des Lumières. Et en 1910, Poincaré, le grand, c'est-à-dire Henri Poincaré, le mathématicien, écrivait qu'il ne peut pas y avoir de science immorale. Pour lui, la morale était consubstantielle à la science. La science est une œuvre collective, solidaire, au service de l'humanité. Elle ne peut pas être immorale, disait-il. Il allait même encore plus loin en disant qu'elle doit jouer un rôle important dans l'éducation morale. Alors, cette vue d'une science morale n'est plus. Fini. Depuis la Seconde Guerre mondiale, un savant n'est plus considéré comme un chercheur intègre, désintéressé. On commence à suspecter qu'il y a dans le milieu scientifique des fraudeurs, des tricheurs, des manipulateurs qui utilisent la science à leur profit. Et aujourd'hui, vous le savez, la science est érodée en quelque sorte par la méfiance du public. Il faudrait toutefois ne pas exagérer. On entend souvent dire le public, le citoyen n'a plus confiance dans la science. Ce n'est pas exact. Selon plusieurs sondages, je prends un sondage important d'OpinionWay, les Français témoignent encore, si je puis dire, d'une confiance marquée au monde de la science et aux chercheurs. Alors, les citoyens français n'ont en revanche qu'une confiance modérée envers les journalistes scientifiques, de l'ordre de 64%, pas énorme. D'autre part, de façon encore plus préoccupante, ils ne font confiance qu'à seulement 26% aux députés spécialisés dans la science. Il y a des députés qui connaissent le sujet. Donc, une grande méfiance. Et je ne vous parle pas de la défiance vis-à-vis du gouvernement. Nous le vivons tous les jours, aujourd'hui aussi. Et l'opinion du public sondé il y a à peu près un an était favorable pour seulement 18% pour le gouvernement. Or, c'est grave, car au même moment, la science est attaquée de façon grossière et caricaturale. Elle est suspectée de ne pas dire la vérité, de profiter à certains, et comme vous le savez, c'est l'ère de la post-vérité, avec le cortège des fake news, ou maintenant, pour faire académiquement correct, des infox. Infox, c'est finalement la contraction entre information et intoxication. Et nous assistons aujourd'hui à un enchaînement mortifère. Crise de confiance. Ensuite, cette crise de confiance est alimentée par les sources alternatives d'information. Et tout ceci conforte la théorie du complot, qui semble donner finalement une explication rationnelle, mais qui ne l'est naturellement pas, aux sources d'information alternatives. Et pour les sociologues,
La propagation des fake news correspond à une forme de revendication, de lutte des classes contemporaines, où s'opposent les tenants de la vérité, les sachants, vous et nous, et les autres. Et s'opposer aux faits scientifiques établis, diffuser de fausses nouvelles est une manière de s'opposer à l'autorité et à la domination du savoir. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que finalement, on a une société qui bouge et qui riposte. Oui, il y a des ripostes aux fake news. Alors, j'avais fait le même topo dans d'autres endroits et j'aime bien, vous, si vous le voulez bien qu'il fasse un peu obscur, vous poser la question. Est-ce que vous avez une fois regardé les sites Check News, Crosscheck, AFP Factuels? Alors, moi, je l'ai fait. Si vous voulez lever le doigt, si vous avez regardé, ce sont des sites qui combattent les fake news et les infox. Bon, alors c'est moins de 1%, je crois qu'on peut dire ça. Alors, c'est intéressant, parce que ces sites prennent les questions qu'ils estiment être tout à fait pertinentes, ils les traitent à fond, ils donnent des réponses, et quand vous voyez le type de questions qui sont traitées, les bras vous en tombent. Alors, on va parler des ennemis de la science, les ennemis intérieurs et les ennemis extérieurs. Les ennemis intérieurs de la science, ce sont les fraudeurs. On peut frauder, on peut fabriquer, on peut falsifier ses résultats, on peut plagier. Tout cela, ce sont des atteintes à la vérité scientifique. Et les fraudes à sensation sont relayées par la presse, les réseaux sociaux. Vous les connaissez, ce sont les souris truquées, les essais thérapeutiques inventés, les interventions chirurgicales louches, la création de fausses données. En fait, il y a peu de fraudeurs en science. On estime, mais c'est très difficile d'avoir des estimations correctes, à moins de 1 ou 2% au grand maximum. Mais je voudrais quand même vous montrer l'importance de ces fraudes avec l'exemple de la vaccination, avec la fraude qu'a faite le docteur Wakefield. Je suis désolé, c'est un chirurgien gastro-entérologue britannique qui ne fait pas partie de l'Académie de chirurgie, et qui a rapporté dans le Lancet en 1998 plusieurs cas d'autisme qu'il a rapportés à une triple vaccination, rougeole, oreillon, rubéole. Et il a été montré très rapidement, par un journaliste d'investigation d'ailleurs, qu'en fait ces observations étaient inventées de toutes pièces. Il était déjà payé par des lobbies anti-vaccins. Il a été rayé de l'ordre des médecins en Angleterre, il a continué à travailler et il continue à travailler actuellement aux États-Unis pour des lobbies anti-vaccins. Et si vous allez sur Internet et vous faites Wakefield, vous verrez qu'il y a encore des internautes qui disent « Mais après tout, Wakefield est quelqu'un qui a été persécuté, il avait raison ». Et vous connaissez la réticence, notamment dans notre pays, vis-à-vis de la vaccination, qui est d'ailleurs une réticence typiquement franco-française, qui fait que dans d'autres pays, il n'y a même pas besoin, il n'est pas nécessaire d'avoir une vaccination obligatoire pour avoir une couverture vaccinale de plus de 95 ou 98%. Je passe le détail sur l'épidémie de rougeole qui sévit dans le monde, notamment aux îles Samoa, comme vous l'avez vu dans la presse récente. Alors, ces méconduites scientifiques sont gravissimes. Il y a des méconduites scientifiques plus légères. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elles sont importantes parce que c'est notre vie de tous les jours lorsque nous avons à conduire des expériences et à publier des résultats. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de modifier un peu, d'embellir les résultats, de faire une bibliographie incomplète, de sélectionner dans notre bibliographie ce qui nous arrange et d'oublier les arguments qui pourraient mettre en difficulté la publication de nos résultats. Est-ce qu'on peut parler ici de trahison de la science ? Franchement, je ne crois pas. Ce sont des coups de canif, mais néanmoins, ces coups de canif doivent être traités et à l'heure actuelle, j'y reviendrai à la fin, effectivement, on les traite et on essaye en tout cas d'améliorer les choses car, rappelons-le, finalement, donner un coup de poignard à la science ou donner un coup de canif, c'est tout de même rompre le contrat implicite
que nous avons, nous chercheurs, nous médecins, nous soignants, avec notre patient et avec la société, c'est trahir la confiance due aux citoyens. Alors pourquoi frauder? Alors très rapidement, 3 points. D'abord, pour gagner plus d'argent et s'assurer, je dirais, une position stable. Ensuite, le besoin de reconnaissance et enfin l'idéologie. Alors gagner plus d'argent, s'assurer une position stable, cela semble évident, mais il faut bien savoir qu'à l'heure actuelle, la compétition dans notre métier, je parle en tant que médecin et scientifique, devient acharnée. Pourquoi? Parce que nous avons un accroissement exponentiel, je dis bien exponentiel, du nombre de scientifiques dans le monde, qui va de pair avec l'augmentation des publications et des revues. On estime qu'à l'heure actuelle, il existe un doublement du nombre de scientifiques et du nombre de publications de revues tous les 10 ans. Et donc, c'est le fameux « publish or perish ». Et à l'heure actuelle, on ne peut pas obtenir, je dirais, une position stable sans avoir un certain curriculum vitae des publications. Et donc, il y a une tentation et certains franchissent le pas. Le besoin de reconnaissance. Il ne faut pas le négliger. On peut aussi frauder par ce besoin de reconnaissance par les pairs et par la société. C'est un aiguillon puissant pour chacun d'entre nous. Et il peut être difficile pour le chercheur de quitter le devant de la scène, aussi difficile que pour un acteur. Je vous donne un exemple amusant. Nous célébrons cette année le 150e de la découverte du tableau périodique des éléments, la table de Mendeleïev, que vous avez tous connue. Mendeleïev a mis des cases vides, c'était une idée géniale, des cases vides parce que tous les éléments n'avaient pas été découverts. Il y a un chercheur italien qui, au moment de la guerre, a cru découvrir un élément nouveau qu'il a appelé le mussolinium. Donc je ne vous donne pas sa nationalité, vous l'avez deviné. L'idéologie. Alors j'ai vu que dans le programme, vous aviez, et c'est très bien, une intervention sur les cigarettiers. C'est l'exemple le plus caricatural qui soit en matière de manipulation de la science au profit de l'argent, au profit d'une grande ou des entreprises. Et en un mot, Philip Morris, qui a vu avec terreur arriver les statistiques sur la dangerosité du tabac, a cherché à combattre le corps des faits qui existaient, mais devant les arguments scientifiques, il a battu en retraite, mais il a créé, avec astuce, le Scientific Council for Tobacco Research, avec d'autres cigarettiers, pour opposer en quelque sorte aux académiques, qui c'est bien connu ne savent pas faire de la bonne science de leur council, autrement dit, de pouvoir attaquer à tout point de vue le corpus de fait sur le tabac. Mais je pense que ce qui est plus intéressant encore peut-être, c'est aujourd'hui ce qui se passe sur l'alcool. Parce que le tabac, finalement, les cigarettiers, mais aussi l'État, notamment l'État français, avait tout intérêt à ne pas trop mettre en avant les arguments scientifiques montrant la dangerosité du tabac. Mais finalement, au jour d'aujourd'hui, nous avons des lois, une augmentation du prix de paquets de cigarettes, etc. En revanche, pour l'alcool, notez la frilosité et la manipulation, puisque c'est ça le sujet. La manipulation, c'est par exemple Vin et Société. Alors, Vin et Société, c'est une association, naturellement à but non lucratif, qui représente, disent-ils, 500 000 vignerons et artisans du vin, et qui fait une campagne effrénée sur l'intérêt de boire et de boire tout le temps. Il y a un point qui est particulièrement épineux, c'est celui de la grossesse, puisque nous débattons aujourd'hui, entre autres, avec le colloque Gypsy, ce qui concerne la femme, et il faut bien savoir que l'enfant qu'elle porte, si elle prend du vin ou de l'alcool, a une chance non négligeable de troubles cognitifs
voire de retard staturopondéral à la naissance. On estime qu'à l'heure actuelle, il y a 1% quand même des naissances qui sont liées à la prise d'alcool avec des retentissements. Et aujourd'hui, en France, on estime qu'il y a à peu près 10 000 enfants qui ont souffert de la prise de boissons. Alors voici ce que dit Vin et Vérité par son lobbyiste. Nous avons toute une vie pour nous faire plaisir, autrement dit pour picoler comme on veut. Mais pendant la grossesse et en l'absence d'études concordantes, toutes les études sont concordantes. C'est un mensonge. Et qui reprend ce mensonge? Ce sont les médecins, les scientifiques, mais pas le gouvernement. Parce que nous n'avons pas réussi encore à imposer un pictogramme dans lequel, derrière la bouteille de vin, on verrait une femme enceinte qui risquerait, si elle continue à boire, à avoir des problèmes avec le développement de son enfant. Alors, sur le plan idéologique, c'est le troisième raison, en quelque sorte, que je voudrais vous donner pour les raisons de fraude de la science. Vous connaissez l'idéologie qui a été massacrée, l'idéologie génétique qui a été massacrée par Lysenko. C'est l'exemple classique de ce botaniste russe qui, au moment de la dernière Grande Guerre, a proposé qu'en mettant les semences dans des conditions particulières d'exposition au froid, il pouvait tripler ou quadrupler le rendement du blé. Ceci s'est avéré complètement faux, a entraîné la famine, et Staline a profité de cela pour pouvoir faire des purges à sa guise. Il faut bien voir que les théories de Lysenko aboutissaient à dénier l'enseignement de la génétique à partir des résultats de Mendel ou de Morgan. Et Lysenko a sévi pendant plus d'une dizaine d'années avant qu'on reconnaisse que ces théories étaient fausses, servaient le pouvoir. Il faut savoir qu'en France aussi, un certain nombre de gens ont adhéré, y compris des scientifiques, ont adhéré aux théories de Lysenko parce qu'ils étaient communistes. Donc vous voyez la distorsion qu'il peut y avoir. On doit avoir un regard extrêmement vigilant sur tout cela. Je vais vous citer un autre exemple aussi de manipulation de la science par un État ou même un consortium d'États. Il s'agit du tremblement de terre de Haïti en 2010. Et je vais vous montrer les conséquences sanitaires. Elles sont relatées dans un livre rédigé par René Piarou, qui est un de nos collègues infectiologues, et qui a été sur place au moment du tremblement de terre. Et dans son ouvrage qui s'appelle « Choléra », il démontre par différents arguments scientifiques que cette épidémie, qui a fait des dizaines de milliers de morts en Haïti, est attribuable directement à un contingent de soldats népalais qui se trouvaient là et qui étaient atteints du choléra. Et du fait d'une mauvaise évacuation des latrines dans une fosse septique connectée à une rivière, il y a eu une épidémie. Et les scientifiques, notamment américains, qui ont été sur place, ont dénié cette origine pour mettre en avant une épidémie liée à la résurgence d'un vibrion cholérique qui existait au préalable. Ceci maintenant est faux. On peut le montrer par des techniques de génétique, car c'est la même souche qui existait chez les soldats népalais qui a été retrouvée chez les Haïtiens. Et l'ONU a mis, c'est pour ça que je parlais de groupement, l'ONU a mis plus de 10 ans pour pouvoir montrer qu'effectivement que c'était tel bien le cas. Voilà. Alors, je termine parce que mon ami me dit qu'il faut terminer. Gabriel, t'es pas chic, mais ça fait rien. Je vais terminer en vous disant que, au cours du G7 dernier, les académies des sciences, dont je fais partie, se sont réunies à Paris, puisque c'était le G7,
Et nous avons fait un certain nombre de propositions. Chaque année, le G7 Sciences fait des propositions sur 2 ou 3 sujets. La proposition que nous avons faite concerne précisément science et confiance. Et les propositions que nous avons faites, vous pouvez bien les imaginer. Ça a été d'abord de renforcer, notamment par la régulation de l'intégrité scientifique et des manquements à l'intégrité scientifique. Première proposition. La deuxième proposition, ça a été d'inciter nos gouvernants à mettre la science réellement dans l'enseignement, mais pas dans l'enseignement supérieur, pas dans l'enseignement secondaire, mais si possible encore au niveau de l'enseignement primaire. Donc, si vous voulez, c'est au fond ce que nous souhaitons, c'est faire acquérir aux jeunes et aux tout jeunes ce que c'est que se poser une question, avoir l'esprit critique, observer correctement, déduire, de façon à ce que nous ayons, pas trop tard, un peuple de citoyens informés, critiques et qui ait confiance dans la science. Je vous remercie.